Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comprendre. Aujourd'hui, on va parler de l'Union européenne. On va parler de sa création, on va parler de ses institutions et on va parler de la montée de l'euroscepticisme en Europe. Si vous êtes prêts, c'est parti. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme est immense. Le continent est dévasté et les pertes sont colossales. C'est pourquoi, dans une volonté de réconciliation et de créer une paix durable, en 1951, 6 pays dont la France, la République fédérale allemande, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas signent le traité de Paris qui crée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, aussi appelée CECA. Sur le post-it qui s'affiche, vous pourrez voir deux hommes importants de cette initiative. C'est en 1957 que les choses s'accélèrent un peu. Les 6 pays précédemment cités signent le traité de Rome qui introduit entre autres la communauté économique européenne. Elle vise à la libre circulation des hommes et des marchandises et prévoit la création de la politique agricole commune et de Euratom. En 1985, les pays signataires des accords de Schengen instaurent une libre circulation entre leurs États. Les contrôles aux frontières intérieures sont supprimés et des mesures de contrôle des frontières externes à ces pays signataires sont prises. Cet espace Schengen s'est aujourd'hui bien élargi. Peu après l'effondrement du bloc soviétique, le traité de Maastricht est signé en 1992. Plus ambitieux que les autres, il met en place une citoyenneté européenne, prévoit une monnaie unique et donne le nom de Union européenne. C'est l'acte 1 de l'Union européenne actuelle. La monnaie commune de l'UE est donc l'euro. Elle est mise en circulation le 1er janvier 2002, mais attention, certains pays de l'Union n'en ont pas voulu comme le Danemark et certains pays externes à l'Union européenne l'ont adopté comme le Kosovo. Mais en 2005, la construction européenne prend un tournant inattendu. Les Français disent non à une constitution européenne par référendum suite à la signature du traité de Rome un an plus tôt. C'est le premier signe d'hésitation du projet européen en France. Enfin, le traité de Lisbonne, signé en 2007 et appliqué en 2009, s'inspire en partie du projet de constitution européenne tout en prenant soin de ne pas utiliser un vocabulaire constitutionnel. Ce traité permet de renforcer la coopération et la cohésion entre les États membres de l'UE et il permet aussi de rééquilibrer le pouvoir des institutions. La construction européenne est donc une construction évolutive sur le temps qui s'est progressivement élargie pour atteindre 27 membres en 2023. D'ailleurs, voilà une carte de ces élargissements. Les plus gros élargissements ont eu lieu en 2004 avec l'entrée de 10 nouveaux pays dont certaines anciennes républiques soviétiques comme la Pologne ou la Lettonie. Et en 2007 avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie et enfin le dernier élargissement en 2013 avec la Croatie. Autant de pays dans l'Union demandent des institutions solides que voici. On peut les affilier à un personnage. D'abord avec le Conseil européen qui est à la tête du personnage. Il ne faut pas le confondre avec le Conseil de l'Europe car ce sont deux choses bien distinctes. Il est composé de 27 chefs d'État des pays membres de l'Union et a pour objectif de donner les grandes orientations générales, de donner l'impulsion pour faire avancer les choses et de fixer les priorités politiques. Il se situe à Bruxelles. Sur la base de l'impulsion donnée par le Conseil européen, la Commission européenne propose des lois. Elle est composée de 27 commissaires et se situe aussi à Bruxelles. Ces textes sont ensuite débattus au Parlement européen qui est composé de 705 députés venant de tous les pays des États membres et qui forment des groupes par orientation politique. Son siège est à Strasbourg et à Bruxelles. Mais pour que les lois soient adoptées, elles doivent aussi être votées et débattues par le Conseil de l'Union européenne qui est composé de 27 ministres. Les ministres présents sont là en fonction du sujet. Ce conseil se situe à Bruxelles. Si la loi est approuvée par le Conseil de l'UE et le Parlement, elle est ensuite faite appliquer par la Commission européenne. Enfin viennent les pieds du personnage, qui sont composés de la Cour de justice européenne qui vise entre autres à vérifier que tous les pays de l'UE appliquent la loi, et enfin la Cour des comptes européenne qui surveille la bonne gestion du budget de l'Union, toutes deux situées au Luxembourg. La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'UE forment le triangle institutionnel. Voilà donc pour les institutions. Maintenant parlons un peu des défis qu'attend l'Union européenne dans son avenir. Déjà avec la crise de la zone euro survenue depuis 2008 avec la crise des subprimes venue des États-Unis. Pour y faire face, les pays européens ont mis en place un mécanisme de stabilité qui a pour effet que certains pays mènent une politique d'austérité qui creuse les inégalités.
Une montée d'euroscepticisme est donc perçue dans les États membres, ce qui est l'une des causes de la montée des extrêmes dans certains pays, comme en Italie avec la récente élection de Giorgia Meloni. À cela s'ajoute la crise migratoire sur laquelle les pays européens ne sont pas tous d'accord sur sa gestion, la crise du Covid plus ou moins terminée et la guerre en Ukraine qui a bousculé l'Europe. Enfin, avec la sortie officielle en 2020 du Royaume-Uni, les 27 devront être unis afin de faire perdurer le projet européen et pour faire face aux défis tels que le dérèglement climatique, le monde qui devient multipolaire et beaucoup d'autres encore. L'avenir de l'Europe n'étant pas écrit, il est dans nos mains et dans celui de nos dirigeants. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, on se retrouve très vite pour plus de contenu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne YouTube.